Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 40. Quel bonheur de vous retrouver comme toutes les semaines dans Pop News, votre récapitulatif de l'actualité pop culturelle hebdomadaire. Salut Adrien, comment tu vas ? Salut Thomas, et ben ça va très bien, mais on le disait en off, on est très en forme, ça c'est quelque chose d'important Oh à là savoir. Et venez sur Twitch, c'est important parce qu'en fait il se passe des choses Vous avant ratez des trucs, c'est l'enregistrement, faux. vous ratez beaucoup de choses, drôles je ne sais pas, mais en tout cas il se passe des choses. C'est drôle. C'est drôle. Et oui non ça va moyen, mais ça va quand même parce que j'ai 34 ans à la fin de la semaine, et c'est dur. C'est Évidemment, dur, mais on bien y compte aller, sur quoi. tout le monde pour les joyeux anniversaires pour Adrien à la fin de la semaine. Ça fera évidemment grand plaisir, chacun son tour, d'avoir 34 ans. Voilà, on a quand même dépassé les 34 depuis un petit moment sur le compteur d'épisodes de Pop News, puisque c'est l'épisode 40. Toutes les semaines, les lundis à 20h30, vous avez rendez-vous avec nous sur twitch.tv/p0pnews, mais aussi tous les mercredis dans vos applications préférées de podcast, sur YouTube, sur Dailymotion, sur TikTok, sur Instagram, sur Blue Sky, sur Snapchat, sur WhatsApp, sur ce que tu veux, sur Discord aussi. Et donne de l'argent sur la page Ko-fi, tiens, tant qu'à faire. Déjà tu me tutoies pas, mais ok. Je tutoie notre auditeur type, tu vois. Ah, ok. C'est important. Il est comment l'auditeur type? L'auditeur type. Ouais, non, on va pas partir dans tous les... Non, ok, sens. ça marche. L'auditeur type, il va voir d'une deux. Ouais. Il apprécie ou il apprécie pas, peu importe, c'est pas mon problème. On dirait le sketch du chasseur. Il y a le bon auditeur et le mauvais auditeur. Okay, ouais. Et ensuite, il vient en parler avec nous dans le Discord ou alors dans les commentaires de notre chaîne YouTube. Voilà. Ce que font beaucoup d'auditeurs Exactement. sur le Discord, et ça on aime beaucoup. Et l'auditeur type plus, c'est comme ça que je l'appelle, je l'appelle même en fait l'auditeur premium, ou l'auditrice premium. L'auditeur avec un E, soyons inclusifs totalement. Quand je dis auditeur ou auditrice premium, je veux aller jusqu'au point que cet auditeur peut même poser des questions dans l'émission si il donne sur la page Ko-fi à hauteur d'1 € sur le site. Ce qui nous permet justement d'interagir avec nous. Et ça, c'est très beau. Et on les apprécie tout particulièrement, ces auditeurs et ces auditrices, bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait toutes les semaines? Les Premium++, c'est vraiment genre la Gold Member Card, hein, bien sûr. On les cajole. On les apprécie. C'est les meilleurs. Qu'est-ce qu'on fait toutes les semaines dans Pop News? On parle des brèves, avec l'actualité, on va dire 360, avec du rapid fire, bien entendu. Beaucoup d'actualités cette semaine. On a aussi le point box-office d'Adrien, qui en ce moment, c'est le point d'une 2, hein, bien entendu. Ensuite, on a le gros sujet de cette semaine, c'est est-ce que les films de cinéma sont trop longs? On va vous en parler, bien entendu. Est-ce que c'est vrai, ce sentiment qu'on a tous? Est-ce que c'est faux? Réponse tout à l'heure. Ensuite, le radar des sorties, et enfin, quelques petites recommandations de notre part. Vous allez voir, c'est un great show, une superbe émission. On est parti tout de suite. C'est moi qui garde la parole pour une fois, et je ne me trompe pas dans ce conducteur cette semaine. On parle de Max. Qu'est-ce que c'est Max? C'est anciennement HBO Max. Donc, la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery. La plateforme qui arrive, et j'ai lancé évidemment le live sur Twitch, bravo à tous, vous suivez. HBO Max, devenu Max, avec la fusion avec Discovery de Warner, cette plateforme de streaming qui arrive très prochainement en Europe, mais aussi en France. On a eu des nouvelles à Sérimania de JB Perrette, qui est le CEO, le PDG du streaming mondial et des jeux vidéo chez Warner Bros, qui a pris la parole à ce sujet en disant qu'en Europe ça arrive le 21 mai pour les pays nordiques, l'Espagne et le Portugal, et ensuite seulement ça arrivera en France. Alors, est-ce qu'on a une date pleine et entière? Pas vraiment encore. En revanche, on a quand même une petite idée de la fourchette par où ça va aller, puisque ce sera avant les JO. Les Jeux Olympiques d'été arrivant bien entendu à Paris, courant juillet, on s'imagine du coup que ça sera probablement avant tout ça, ce qui coïncide plutôt pas trop mal avec la date de sortie de House of the Dragon saison 2 qui arrive le 17 juin en France. Le 17 juin, c'est effectivement avant les JO, donc ça serait assez logique, sachant que le Warner Pass, qui à l'heure actuelle est l'endroit qui recueille et qui accueille les séries HBO, n'a pas du tout tweeté et officialisé la nouvelle de la diffusion le 17 juin en France. Donc on s'imagine que le Warner Pass, ça sera pas forcément
l'endroit qui accueillera House of Dragon pour sa saison 2. Donc on imagine en tout cas que ça arrivera à peu près à ce moment-là. Pourquoi Max doit arriver avant les JO en France ? Tout simplement parce que dans Max, il y a aussi Eurosport, et Eurosport est diffuseur de l'intégralité des Jeux Olympiques, ce qui fait que c'est évidemment très important pour eux d'arriver en France avant que les Jeux Olympiques se lancent à Paris. Pour le prix, on n'en a pas encore d'informations, c'est à venir à nouveau. On rappelle cependant que Max a 3 offres. Une offre avec publicité, une offre basique avec 2 appareils simultanés, vous avez accès à de la Full HD, une offre standard sans publicité avec 2 appareils simultanés aussi, toujours de la Full HD, donc du 1080p, et la possibilité de télécharger et de regarder en hors connexion. Et enfin, une offre premium où vous avez droit à 4 appareils simultanés, de la Full HD ou de la qualité 4K, et aussi la possibilité de regarder vos séries hors connexion. Donc voilà, et pour les prix, ça va varier en fonction de ce qu'ils vont choisir pour la France. Question dans le chat de savoir si Max va manger le Warner Pass. Oui. C'est certain. C'est certain, ça va se produire. Sous quelle forme ? Est-ce qu'il y aura une communication pour les abonnés actuels du Pass Warner vers un abonnement Max, comment ça va se passer, etc. Pour l'instant, on ne sait pas. On vous tiendra au courant. On est qu'en mars, c'est ce qu'on se disait aussi quand on a vu la news, que c'est un petit peu tôt peut-être pour faire une grosse com de la part de Max. Je pense que c'est l'un des plus gros coups de la télé et des plateformes ces dernières années. Comme tu l'as dit, avec les JO, c'est ouf. C'est le moment où il faut diffuser et proposer un abonnement. Et en plus, pour les sérivores, les sériphiles, comme on aime à les appeler, il y a quand même House of the Dragon saison 2 qui était la série la plus attendue de l'année. Ouais. Donc c'est un énorme truc et il ne faut pas qu'il se plante niveau communication. Exactement, donc ça va arriver petit à petit. Je pense que les pays nordiques, le Portugal et l'Espagne, ça va être un peu leur stress test européen pour voir si ça tient la charge. Et la France étant un pays évidemment plus nombreux, ça va être aussi important pour eux de tester, surtout en amont des JO, parce qu'il va y avoir évidemment beaucoup de téléspectateurs à satisfaire. Et puis pour House of Dragon, ils n'ont pas le droit de se rater non plus, parce que s'ils ont des problèmes de diffusion pour House of Dragon, ça va râler dans les chaumières. Clairement. Donc voilà pour Max, et effectivement en termes de nom ils se sont pas fait chier, on est bien d'accord. Parlons de GTA 6, Adrien, on a une petite information, une petite rumeur, qu'est-ce que c'est ? Ouais, alors bon, évidemment, GTA 6, c'est l'un des jeux les plus attendus de l'histoire, là, ces 10 dernières années. Tout le monde attend GTA 6 avec impatience. Il y a un premier trailer qui a été diffusé il y a quelques mois, dont on avait parlé de nous sur Pop News, et aussi un petit peu plus en détail sur notre chaîne YouTube et Dailymotion, où on était un petit peu revenu sur les détails de ce trailer. Si vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez pas. GTA 6, évidemment, c'est développé par Rockstar Games depuis le début, c'est toujours le cas pour le 6e opus. Il a été annoncé officiellement en décembre 2023 pour une sortie courant 2025. Si cette sortie en fait est prévue en 2025, malheureusement pour l'instant il y a des retards de production qui pourraient entraîner un report potentiel jusqu'à fin 2025, voire 2026. Évidemment, ça reste à l'état de rumeur, mais en fait, des sources internes à Rockstar révèlent que le développement de GTA 6 accuse beaucoup de retard. Et évidemment, s'il y a du retard, il y a aussi un retard à la sortie. On connaît Rockstar et sa propension à proposer des jeux ultra finis, qui n'ont pas forcément besoin de patch après la sortie. Coucou Ubisoft. Et donc évidemment, si Rockstar veut faire le meilleur jeu possible, il va retarder son jeu. Je pense que Rockstar n'en a rien à foutre en fait de retarder, c'est plus l'éditeur Take-Two que ça va emmerder. Mais sinon Rockstar, ils ont les moyens de dire non, nous on sortira le jeu quand il sortira et quand il sera bien fini. Donc il y a un risque que le jeu ne sorte pas tout de suite. On sait que Rockstar en fait a fait venir des gens à plein temps en présentiel, ce qui en fait a provoqué pas mal de problèmes au niveau des employés, des emplois du temps, parce que ces employés de chez Rockstar n'étaient pas forcément habitués à travailler à plein temps depuis plusieurs années, notamment le Covid évidemment, et ils ont peur du crunch. Le crunch, pour ceux qui ne le savent pas dans le jeu vidéo, c'est une période de travail intensif
sur le jeu vidéo, dans laquelle en fait on donne tout dans les derniers mois, dernières semaines du jeu pour que le jeu sorte à l'heure. Sauf que Rockstar a été épinglé maintes et maintes fois pour cette problématique de crunch, notamment sur Red Dead Redemption 2, ce qui lui a valu quand même des gros titres dans la presse généraliste, ce qui n'est pas rien. Donc ils veulent s'éviter aussi cette mauvaise pub, et pour éviter cette mauvaise pub, eh bien, il faudra aussi peut-être justement reporter la sortie de GTA 6, même si c'est le jeu, comme je l'ai dit, qui est le plus attendu de la décennie, voire là de l'histoire moderne du jeu vidéo. Exactement. En tout cas, c'est vrai que Rockstar avait annoncé une plage de sortie. Ça va être compliqué pour eux d'annoncer un potentiel retard. Mais bon, si ça doit être le cas et si ça peut protéger les travailleurs, c'est toujours mieux. Je préfère ça aussi, et après dans le jeu vidéo, c'est quand même pas déconnant, ça arrive assez souvent que des jeux soient reportés. Là, il nous intéresse plus parce que c'est GTA 6, des jeux de moindre ampleur sont très souvent reportés, parfois pour les bonnes raisons, justement pour que les travailleurs puissent travailler dans des bonnes conditions, et d'autres fois simplement pour que le jeu soit bien fini. Pareil, je fais un petit coucou à Cyberpunk qui était sorti dans un état misérable sur console. Aujourd'hui, c'est un super jeu, mais il lui fallait 2 ans de plus en fait pour qu'il soit parfait. Exactement. Parlons du film Legend of Zelda. On reste un petit peu dans la thématique jeux vidéo, mais c'est un film dont on parle là cette fois. Rappelez-vous, le projet est une coproduction Sony et Nintendo. Le réalisateur a déjà été choisi, il s'agit de Wes Ball, et il a accordé une interview à Total Film où justement il discute de son idée de film Legend of Zelda, qui sera un film en live action, hein, pas un film d'animation, rappelons-le. Il dit j'ai une idée géniale, j'y pense depuis super longtemps à quel point un film Zelda pourrait être cool. Je veux rendre possible les désirs les plus fous des gens. Je sais que c'est une licence importante pour les gens et je veux que ce soit un film sérieux, un vrai film qui donne aux gens de l'évasion. Il nous dit carrément je veux vivre dans ce monde, c'est ce que je veux créer, quelque chose qui paraisse réel, quelque chose de sérieux, de cool, mais aussi de fun et de fantasque. Donc bon, ça part un petit peu dans tous les sens, ça veut pas forcément... qualificatif, hein. Ouais, ça veut pas forcément dire grand-chose sur ce que sera le film. En revanche, ça a l'air d'être une licence qu'il affectionne beaucoup, et c'est déjà pas trop mal, j'ai envie de dire. Pas mal, on prend. Rappelons qu'on n'a pas de casting pour l'instant du tout. Pour The Legend of On Zelda, en est au tout début. Wes Ball, me semble-t-il, doit très prochainement commencer à promouvoir son film La planète des singes. Donc du coup, voilà, on va certainement avoir de plus en plus de prises de parole à ce sujet, mais très probablement que ça va pas nous emmener très très loin en termes d'information. Non, c'est sûr. Mais côté fan, il y a des fans qui aimeraient que ce soit Hunter Schafer de Euphoria, de la série Euphoria, qui joue Zelda. Ce qui serait pas trop mal, juste physiquement. C'est une très bonne actrice aussi, mais c'est vrai qu'elle lui ressemble. Elle serait intéressée, les gens lui ont déjà posé la question. Donc, ouais, donc ce serait pas mal. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas, parce qu'elle est pas non plus extrêmement connue. Ce qui est pas plus mal aussi pour le rôle, je trouve, d'avoir quelqu'un qui est pas trop marqué à l'écran, enfin qu'on connaît pas trop, quoi. Et d'autres aimeraient avoir Tom Holland à la place de Link. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée, parce que Tom Holland est beaucoup trop vu. Trouvez-nous quelqu'un qui va bien et qui est pas forcément connu, tu vois. Voilà. Alors, ça serait chouette. Un petit jeune qui a 2-3 films à son actif, ça serait très bien en fait. C'est super. Ou un vieux, non je déconne. Oui, avec une canne et tout, ce serait parfait. Bon, parlons d'intelligence artificielle et des studios hollywoodiens, Adrien, si tu veux bien. Ouais, alors c'est OpenAI, connu évidemment du grand public pour ChatGPT, qui est la start-up dont tout le monde parle depuis maintenant 1 an, qui prévoit de s'imposer à Hollywood de plus en plus, puisqu'elle a rencontré des acteurs clés de l'industrie du cinéma pour intégrer son générateur de vidéos à intelligence artificielle dans le processus de réalisation. Cette semaine, donc là on enregistre le 25 mars, des réunions sont prévues à Los Angeles pour engager des discussions avec les studios, des dirigeants de plusieurs médias et des agences de talent dans le but de nouer des partenariats et de promouvoir l'utilisation de son modèle d'intelligence artificielle de génération de vidéos avancées. Ce modèle de génération vidéo s'appelle Sora, vous avez peut-être vu des vidéos passer par-ci par-là. Personnellement, je trouve ça extrêmement bluffant ce qu'ils arrivent à faire. En fait, il suffit juste de faire un prompt, donc d'écrire ce qu'on veut voir apparaître à l'écran pour que ça se réalise en direct. D'aucuns diront que c'est de la magie. Je pense que c'est juste de la science plus. Mais en fait, non, c'est assez dingue. Et ce qui fait un peu peur, par contre, c'est qu'ils veulent vraiment mettre cette technologie en avant, voire que ce soit la technologie la plus utilisée dans les décennies à venir à Hollywood.
le problème, c'est qu'il y a eu des grèves très récemment, Mhm. des grèves d'acteurs et des grèves de scénaristes qui sont montés contre ces technologies, notamment le fait d'utiliser par exemple comment la personnalité, enfin le visage, la motion capture, etc. d'un acteur pour l'utiliser ad vitam en fait Ouais. dans les films, que ce soit de la figuration, que ce soit d'autres choses. Donc ça là-dessus, Hollywood a gagné, c'est-à-dire qu'en fait ils ont contré ce truc-là, mais par contre ils n'ont pas contré l'utilisation d'une intelligence artificielle pour par exemple gagner du temps dans la Mhm. réalisation, gagner du temps dans le montage, etc. Le truc c'est que évidemment, ça permet d'avoir des vidéos réalistes en un claquement de doigts, mais on perd l'humain derrière tout ça, quoi. C'est Bien sûr. n'importe qui techniquement peut le faire, quoi. Donc on sait pas où ça va. Moi, ça me fait un petit peu peur. Et même si Sora est pas encore, donc Sora, je l'ai dit, hein, c'est l'outil d'intelligence artificielle de vidéo n'est pas encore disponible pour le grand public. Certains acteurs et réalisateurs assez renommés ont déjà pu y accéder selon plusieurs sources. Donc on sent que ça intéresse quand même vachement Hollywood et qu'ils arrivent vraiment à faire du porte-à-porte et aller faire du pied au grand studio avec ça. C'est quand même assez dingue parce qu'en fait, il y a pas que Hollywood qui est concerné, il y a aussi de grands médias américains. Donc, je pense par exemple à CNN, à Fox, à Time Magazine, qui ont déjà commencé à parler avec OpenAI pour peut-être potentiellement signer des accords pour l'utilisation de ces images-là. Évidemment avec compensation, parce qu'il ne faut pas non plus que ça dépasse le cadre légal, juridique de tout ce qui est la presse. Évidemment, c'est très compliqué. Et on sait que la fake news, c'est quand même le combat du 21e siècle. Donc, tout ça s'accélère évidemment à vitesse grand V. Et on ne sait pas du tout où ça va, mais il va falloir que... je pense que nous, on fera une discussion là-dessus dans l'émission d'ici quelques temps, parce que je pense que d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, il y aura beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Ouais, c'est évident. Bah, en fait, le grand risque, entre guillemets, enfin, moi je vois tout à fait le truc arriver, c'est que les studios vont donner à ingérer à leur intelligence artificielle fait pour Universal, fait pour Warner, fait pour machin, tout leur catalogue. Et ensuite, ils demanderont à Sora de s'en inspirer, tu vois. Donc, fais-moi un clip réalisé un petit peu à la machin, et je veux qu'il se passe ça, 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 ça et ça. Et derrière, bah, ça pose des questions de copyright, ça pose des questions de qu'est-ce qu'on fait de la créativité humaine là-dedans. Alors effectivement, les scénaristes ont gagné sur ces points-là, les acteurs ont gagné sur ces points-là, mais qu'en est-il du monteur, qu'en est-il du réalisateur? Je crois que les réalisateurs ont réussi quand même un peu à encadrer leur machin, mais tu vois, tout ça c'est un peu problématique et ça bouscule, j'ai l'impression, les populations, on va dire, les plus précaires de cette industrie-là, qui sont les techniciens, etc. Donc attention. Bien sûr, et c'est un rapport sans avoir de rapport, mais là j'ai vu aujourd'hui même que Big Flo et Oli ont sorti un clip sur l'intelligence artificielle. Donc le clip parle justement des dérives de l'intelligence artificielle, mais ils ont utilisé en fait l'intelligence artificielle pour faire le clip. Eux ils se défendent en disant oui mais non mais justement on fait ça exprès, etc. quoi. Et c'est vrai que je crois que c'est Big Flo, je les confonds les deux, je sais pas lequel est Big Flo, lequel est Oli. Je crois que c'est l'un des deux a dit non mais évidemment que si ça avait été fait par un humain, ce clip, il aurait été mieux. Et donc en fait, tu te fais quand même du blé en faisant un clip d'une IA qui ne t'a coûté que dalle. Et tu finalement acceptes le process, quoi. Donc tu dénonces un truc tout en utilisant le problème, quoi. Je sais pas. Moi, ça me paraît un peu bizarre comme façon de faire. Et Hollywood, je sens que se dirige vers ça, en fait, en disant vous inquiétez pas, c'est pas grave. Oui, bien sûr. Vous allez y voir que du feu. Ouais. Je sais pas. Ça me fait penser, tu sais, au clip de Stromae sur les réseaux sociaux, qui pour le coup a pris le parti tout inverse. Il aurait pu prendre des images des réseaux sociaux. Non, il a fait un clip animé, un truc d'animation, écrit dessiné à la main, etc. Donc c'est totalement le principe inverse, quoi. Tout à fait. Bon, bref. Je dénonce, mais j'utilise les trucs, quoi. Bon. Parlons de Joker 2, voilà, 2 salles, 2 ambiances. On a des infos insider exclusives à Variety qui nous ont été publiées cette semaine. Joker 2, Folie à 2, hein, son sous-titre, toujours réalisé par Todd Phillips, qui, a priori, s'engage véritablement vers la comédie musicale, et pas n'importe laquelle, c'est le genre qu'on appelle jukebox. Qu'est-ce
qu'est-ce que ça veut dire? C'est les comédies musicales, tu sais, où t'as énormément de reprises de titres hyper connus. Donc un peu à la Mamma Mia, Moulin Rouge, etc. Avec le twist, bien entendu, Joker, puisqu'on aura en plus la compositrice Hildur Guðnadóttir, qui avait été récompensée pour un Oscar, avec sa bande originale à l'époque de Joker 1, qui mettra sa patte avec des trucs un petit peu, on va dire, flippants, etc. Donc on parle quand même d'une quinzaine de reprises à l'intérieur du film, et on ne ferme pas forcément la porte à des chansons originales non plus pour ce film, peut-être une, peut-être deux, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations ni de confirmation à ce sujet, ni sur qui les composera, ni sur qui les chantera. Mais bon, on s'imagine bien qu'avec une Lady Gaga au casting, il y aura très probablement pas mal de chansons qui seront chantées par Lady Gaga, bien entendu. Oui, ce serait dommage de s'en priver, quoi. Est-ce qu'elle va faire un truc méta en chantant une de ses chansons? Je ne sais pas. Ce serait peut-être un peu chaud. Ce serait bizarre. Ce serait très bizarre, je pense. Ouais, mais bon, on sait jamais. Pourquoi pas? Mais moi, je m'imagine que ça sera, tu sais, l'anti-comédie musicale jukebox, ou dans le sens où ce sera toujours un peu grinçant, un peu chelou. Oui. Probablement... Moi, j'ai hâte de voir. J'ai peur que ça soit un accident. mais enfin non, ça va pas être un accident, mais genre en termes de tonalité, ça va être bizarre, sans doute. Oui, après, ils peuvent se faire plaisir avec le Joker et la thématique de la folie et tout. Donc, non, pourquoi pas. Faut pas que ce soit lourdingue, parce que ça peut vite devenir lourdingue. Mais c'est le souci. Mais bon, si c'est géré, comme le premier était plutôt ok là-dessus, sur la folie, c'était pas too much non plus, quoi. Grave. Donc ouais, pourquoi pas. Dernière news brève en bonne et due forme, c'est celle autour du film Peaky Blinders. Ouais, on vous en parle toutes les semaines quasiment, mais en fait ça s'accélère beaucoup du côté du film parce que Steven Knight, donc le créateur de la série Peaky Blinders, a confirmé que le tournage du nouveau film, enfin du premier film en fait, va débuter en septembre 2024 dans les studios de Dick Beth. Mais est-ce que Cillian Murphy va revenir en tant que Tommy Shelby? Eh bien, la réponse de Steven Knight, c'est que Tommy, donc Cillian Murphy, va certainement revenir, c'est quasiment sûr en fait, pour le film Peaky Blinders qui se déroulera à Birmingham. Donc les fans de la série de la BBC qui était ensuite diffusée sur Netflix seront évidemment ravis d'apprendre que Cillian Murphy jouera dans le film, même si lui, de son côté de l'acteur, n'avait pas confirmé sa participation, même s'il avait exprimé son envie de jouer dans le film. Donc pour l'instant, on a d'un côté l'envie de Cillian Murphy, de l'autre Steven Knight, le réalisateur, créateur, qui dit qu'il n'y a quasiment aucun souci pour que Tommy revienne. Ça sent très bon. Est-ce que Tommy, joué par Cillian Murphy, sera le héros de ce film-là? C'est autre chose. Parce que il y aura en fait une histoire qui se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale, qui mettra en scène une nouvelle génération de personnages aux côtés des anciens de la série. Donc est-ce que Tommy ne sera pas juste en fait celui qui passe la torche et ensuite on passe à des nouveaux persos, ou vraiment le héros de ce film? Pour l'instant on n'en sait rien, on en saura plus d'ici quelques mois, parce que ça commence en septembre, il y aura sûrement des infos qui sortiront d'ici là. Et au niveau des nouveaux acteurs introduits dans la saison 6 comme Stephen Graham, Amber Anderson ou James Frecheville, tous ces acteurs-là en fait pourraient faire partie du film d'après Steven Knight. Donc toutes les têtes que vous avez vues dans la saison 6, il y a des chances qu'elles reviennent pour ce film Peaky Blinders. Voilà pour l'info. Avengers des Peaky Blinders. Exactement. Allez, le Avengers des news, c'est le rapid fire, les news qu'on va pas traiter en long, en large et en travers, mais qu'on voulait quand même mentionner. Le décès de Daniel Beretta, la voix française d'Arnold Schwarzenegger, qui s'est éteint cette semaine à l'âge de 77 ans. Dragon Ball, qui va très probablement bientôt avoir son parc d'attractions, avec plus d'une trentaine d'attractions, en Arabie Saoudite, à Riyad. Bon, ça va être compliqué d'y aller, hein, bien entendu. Larian Studio, les développeurs de Baldur's Gate 3, qui viennent d'annoncer que c'était fini pour eux de développer sur Baldur's Gate 3, que ce soit des extensions ou même un Baldur's Gate 4, ils vont voguer vers d'autres thématiques pour leur prochain développement. Furiosa Mad Max Story, qui va, comme c'était plus ou moins annoncé, être présenté en avant-première au Festival de Cannes 2024. Margot Robbie, qui est en train de travailler en ce moment, peut-être sur un projet
Les Sims, dont elle serait productrice. Et enfin, Michael Rosenbaum qui s'intéresse à une potentielle série animée Smallville qui ferait les suites à la série originelle. Voilà pour les petites news rapides, vite fait, bien fait. Notons aussi l'apparition en ligne d'une foultitude de trailers la semaine dernière avec House of Dragon saison 2, Le Pingouin, Beetlejuice 2, Alien Romulus et Star Wars The Acolyte. C'est vrai qu'on a plutôt quand même pas trop mal mangé la semaine dernière. Ah, c'était pas mal, hein, notamment Alien Romulus, je suis très très chaud. Star Wars The Acolyte, ça peut être très sympa. Beetlejuice 2, faut voir sur pièce. Le Pingouin, j'en ai un peu rien à foutre. Complètement. Et je garde le meilleur pour la fin. Hein. House of the Dragon saison 2, voilà, même si Bien entendu. J'aime beaucoup, hein, mais je suis pas un fan absolu, mais je pense que ça va être très sympa. Moi j'ai très hâte. Je vais pas vous mentir. Il trépigne. Je trépigne d'impatience, tout comme pour ton point box-office, Adrien. C'est le moment. Arrête. Et oui, c'est parti avec Dune 2, évidemment. Dune 2 qui n'en finit pas de cartonner au cinéma. Dune 2 qui cumule 3 302 000 entrées après son 4e week-end d'exploitation en France. Ce qui fait qu'il dépasse son prédécesseur Dune 1 de 878 000 entrées au même stade. Et il se dirige vers plus de 4 millions d'entrées en France. Donc c'est énorme. Comme je l'ai dit, en moins de 4 semaines, Dune 2 dépasse le total des entrées réalisées par le premier volet au cours de toute sa carrière. En fait, il faut savoir que Dune 1 a fait 3 165 000 entrées, et là, Dune 2 est déjà à 3 302 000 entrées. C'est juste énormissime en France, c'est un carton plein. Les gens se ruent dans les salles pour découvrir le film. À l'international, Dune 2 a rapporté 574 millions de dollars après son 4e week-end, dont 233 millions de dollars aux États-Unis, et pourrait se diriger vers un score final qui dépasse les 700 millions de dollars. Donc on est sur une franchise déjà milliardaire pour Dune. Bravo, c'est pas mal. Tranquille. Pour Denis Villeneuve. Dune 2, c'est en France le 4e marché mondial pour le film. La France totalise 31,8 millions de dollars. Derrière, les États-Unis avec 233 millions de dollars, la Chine 44 millions de dollars et le Royaume-Uni 38 millions de dollars. Donc comme je l'ai dit, la France aime énormément le film Dune 2. Il y en a certains Dune de Denis. D'une Delaney. Je continue avec... Alors juste, je précise aussi, donc le film pourrait terminer autour des 700 millions de dollars et son budget est estimé à 190 millions de dollars. Donc il est rentré dans ses frais. C'est un énorme carton. Je poursuis avec Kung Fu Panda 4, qui lui cumule 268 millions de dollars de recettes mondiales, avec 133 millions de dollars récoltés aux États-Unis et 26 millions pour ce démarrage en Chine. Et donc, il va sûrement dépasser les 550 millions de dollars au box-office mondial. Il sort cette semaine en France, donc ça va continuer à engranger des billets verts du côté de Kung Fu Panda, porté par Jack Black et doublé par Manu Payet en français. Et je termine pas sur un film, mais en fait sur des chiffres du printemps du cinéma, qui a amené une énorme fréquentation en fait ces derniers temps, ce week-end notamment, avec 750 000 spectateurs qui se sont rendus au cinéma en une seule journée, soit le dimanche 24 mars dernier, et c'est quand même une belle perf parce que c'était pas arrivé depuis très longtemps d'avoir quasiment 1 million de spectateurs sur une seule journée au cinéma. Donc évidemment tout ça porté par Dune, hein, clairement c'est ça, et quelques comédies françaises qui continuent de marcher comme Cocorico ou Chien et Chat. Voilà. Ça faisait longtemps que nous en avions pas parlé, ça fait plaisir quand même. Oui, c'est des grands films, hein. Je devrais pas les occulter, c'est vrai que c'est important de parler des films de Didier Bourdon et de Christian Clavier. On les embrasse. Là oui. Ou pas. Allez, parlons du grand sujet de la semaine. Les films de cinéma sont-ils trop longs ? Alors, oui. Précisons que... Allez, salut. Merci, à la semaine prochaine. Hein. Super débat. Cool. Alors, les films de cinéma, mais aussi les films de plateforme. Hein. Il se trouve que on se base sur... Il y a pas mal de petites études qui ont été faites à ce sujet sur les durées des films depuis l'ère moderne, grosso modo de 1930 à maintenant. Notamment de The Economist, qui tente à prouver que effectivement la durée des films tente à se rallonger. La durée moyenne des films a augmenté de 1h21 à 1h47 entre 1930 et 2022, passant à 2h30 pour les films les plus populaires. Donc en fait, il y a vraiment d'un côté
la masse, donc l'intégralité des films produits, et de l'autre, il y a aussi les films les plus populaires. Et on se rend compte que, effectivement, la durée des films augmente d'une manière générale sur toute la masse, mais tout particulièrement si tu scrutes les blockbusters, les films les plus populaires, qui ont tendance à se rallonger. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais eu des films très longs à l'époque, hein. On peut parler de Ben-Hur, Retour on emporte le vent, Laurence d'Arabie, des films qui sont effectivement très longs, mais la tendance est plutôt à la hausse au global, si on en croit l'étude notamment de The Economist. Donc ça pose un petit peu question. Est-ce que les films longs, c'est une garantie de plaisir ? Est-ce que plus c'est long, plus c'est bon ? C'est pas bon. Parlons-en un petit peu parce que ça reste un petit peu, ça fait partie du sujet, mine de rien. Bien sûr, il y a plein d'angles d'attaque. Tu veux commencer par celui-là, genre pourquoi pas ? Du côté qualité, ouais, est-ce que c'est plus c'est long, plus c'est bon ? Non, tu peux pas dire ça parce qu'en fait, tu peux être lassé de quelque chose de très bien aussi. Bien sûr. Moi, je l'ai très souvent dit, bien avant que je trouve, personnellement, et ça je reviendrai après dessus, que les films sont trop longs aujourd'hui. Et je le dis souvent, c'est marrant. En fait, c'est pour ça qu'on parle de ça, parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on fait cette émission, et ça revient assez souvent où je te dis, arrêtez les films longs, j'en peux plus des films longs, au moins un film d'1h30, c'est cool, quoi. Ouais. Et voilà, je reprends mes pensées. Non, ce que je veux dire, c'est que prends, je dis n'importe quoi, un film génial comme Retour vers le futur, Die Hard, etc. Si le film faisait 3 heures, ce serait bien trop long. Donc le montage, il est parfait. C'est-à-dire que ça se trouve, des fois, un quart d'heure de trop peut te gâcher un film. En fait. Complètement. Donc moi, je préfère un film d'1h45 plutôt que 2 heures si le film il se tient super bien en 1h45 et qu'il n'a pas les scènes superflues. Filez-moi le director's cut, filez-moi le truc après parce que j'aime le film et je suis curieux de voir des scènes supplémentaires, des scènes coupées. C'est pas pour les chiens, hein, les scènes coupées. Hein. Non, mais voilà, c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a des DVD qui n'existent presque plus maintenant. Ouais. Et etc., etc. Non, mais t'as compris quoi. Pour moi, un film, c'est pas la durée qui fait la qualité d'un film, heureusement. Ça serait chelou sinon. Quoi. Il y a plusieurs angles d'attaque, tu le disais tout à l'heure, et je vois David dans le chat qui nous le dit justement. 1h30, c'est court pour un film que t'as payé 10€. Et je sais pas si je suis super d'accord, mais je comprends la réflexion, et je pense aussi que certains studios ont intériorisé ça, dans le sens où ça fait partie d'une discussion il y a quelques semaines où on se disait les studios hollywoodiens préfèrent les grands films de franchise, les blockbusters événementiels où on essaie de mettre le paquet dessus, et donc d'une manière générale c'est très rare maintenant d'avoir un blockbuster qui fait moins de 2 heures. Regardez ceux qui sont sortis l'année dernière. À part The Marvels, il doit pas y en avoir beaucoup qui tutoient pas les 2 heures de long. Pourquoi ? Moi, je m'imagine que c'est aussi dans cette perspective-là que David nous illustre ici bien gentiment, c'est que, effectivement, le loisir cinéma, le loisir salle est pas donné, comme on le dit très régulièrement en ce moment, et que du coup, il faut que le public en ait pour son argent pour qu'il décide d'aller se déplacer dans une salle de cinéma. Est-ce que quelque part, parce que tu l'as vu comme moi ces dernières années, l'information durée du film est devenue une news pour un certain nombre de publications. C'est limite aussi important que le teaser parfois. Ouais. Et donc, on sait que le prochain Marvel fera 3h22 et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une information qui n'était pas valable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne vous en parle pas dans Pop News. Mais je pense que ça fait partie aussi des arguments de vente qui font qu'un certain public va se déplacer dans une salle de cinéma. Ouais. C'est sûr. Non, mais ça, par contre, je le nie pas. Évidemment que si tu veux capitaliser sur une franchise qui fonctionne, on va parler de franchise parce que si tu sors un nouveau film, une nouvelle IP, quelque chose qui est inconnu, tu peux te lancer avec un film d'1h30, 1h45, 2h grand max. En fait, tu prends moins de risques, entre guillemets. Si tu sors un film de franchise, genre Fast and Furious 10, Avengers 5, etc. Là, les prochains, par exemple, oui, il va falloir capitaliser sur le succès du cousin, quoi. Mais, à l'inverse, prends l'exemple de Yannick, de Quentin Dupieux en France, qui est sorti là l'été dernier. Il fait quoi, 1h10, je crois, un truc comme ça, 1h15. Le film est génialissime, ça l'a pas empêché de cartonner au box-office. La critique a adoré, et les gens qui sont allés voir ont adoré, le public, etc. Donc en fait, si le film est très bon, le film est très bon en fait. Oui. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus parce que ça je l'ai dit et je pense que tu es d'accord avec moi. Quoi. Je suis tout à fait d'accord. Sur l'aspect économique, moi ça me rend triste.
que les studios pensent comme ça. Bien sûr. Parce qu'en fait, si je me dis depuis plusieurs mois, plusieurs années que j'ai cette réflexion de me dire les films sont trop longs, c'est parce qu'en fait ils tirent sur la corne et ils font plaisir ils font même plus plaisir au public en fait. Ils font plaisir à des... Ça devient une donnée marketing pure. Ça devient une donnée, ouais, exactement. Et donc, paradoxalement, en fait, ils se tirent une balle dans le pied, je trouve, parce que ça va parfois en dégoûter certains qui vont se dire « Ah, c'est trop long, etc. etc. » quoi. Ouais. Et là, c'est un autre sujet que je trouve aussi très intéressant, c'est la place du réalisateur et la place Bien sûr. du metteur en scène dans cette histoire. Et c'est à ce moment-là que ça part en cacahuète pour moi. Parce qu'on donne peut-être trop de liberté à des metteurs en scène, des réalisatrices qui veulent faire leur film complet, génial, sans qu'il y ait un producteur derrière qui dise « Non, là, on va couper. Là, c'est trop long. Non, pour le marché, machin, là, il faut que ce soit plus court, là, il faut que ce soit machin. » Si tu donnes les coups des franches et si tu donnes une liberté totale à un Scorsese, et bah, il te fait des films très longs. Je dis pas que les films sont mauvais, quoi. Parce que des fois tu peux avoir des films géniaux comme Le Loup de Wall Street ou son dernier Killers of the Flower Moon, qui est très long, hein, j'entends, hein, mais des fois t'as pas des merdes non plus, hein, mais The Irishman qui est bien trop long, à tel point que des fois il s'est coupé en fait ces films là sur Netflix et tout, quoi. Donc, bien sûr. Mais tu vois, c'est rigolo parce que quand on en vient aux grands metteurs en scène entre guillemets, donc c'est des gens qui ont le plus souvent le dernier mot sur le montage que l'on voit aussi bien au cinéma que sur une plateforme. Parce que tu peux pas douter que Scorsese a le dernier mot sur le montage qu'on voit au final. Mais c'est vrai que d'une manière générale, la longueur de leur film a tendance à s'allonger. Est-ce que ça en fait pour autant des films meilleurs ? C'est discutable et on peut en discuter film par film puisque c'est très variable, mais et subjectif, c'est tout à fait subjectif bien évidemment comme tout, et ce qui fait que forcément quand tu donnes la possibilité à quelqu'un de s'exprimer et d'élaborer son récit sur le temps long, il va le faire, bien entendu. Que quand t'es dans une logique plus consumériste, c'est un peu différent. C'est sûr. L'intérêt de la plateforme, elle est très facile à comprendre. C'est qu'il faut garder le consommateur captif. À partir de ce moment-là, il est très content quand Scorsese il produit un film et il réalise un film à 3 heures de durée, voire 3h30, qui va tomber sur sa plateforme. Ça veut dire que les gens ils vont rester ou ils vont reprendre, ils vont revenir, machin, etc. Ils vont faire pause et tout. Donc en fait, les gens ils vont être sur le film. Je prends l'exemple de Scorsese, mais il y en a plein d'autres, hein, des réalisateurs qui ont des films très longs. Alors, l'exemple intéressant du moment, qui est assez récent, c'est le film Napoléon de Ridley Scott, qui a une version cinéma et qui a une version longue sur Apple TV. On a reproché à la version cinéma d'être très cut, d'être un enchaînement de scènes pour Napoléon. Napoléon qui n'a pas été un gros succès, hein, au ciné non plus ça a été, hein, mais c'est pas non plus critique en tout cas, pas foufou quoi. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu te dis, il y a une version Director's Cut. Il y a aussi une version cinéma. Mais c'est rare, ces derniers temps, d'avoir une version Director's Cut. On a l'impression qu'ils ont tous leur version Director's Cut maintenant. Il y a plus ce truc de se dire, tiens, la version Director's Cut, elle est dans le DVD, elle est dans le Blu-ray, etc. Je vais forcément voir la vraie version. Aujourd'hui, t'as l'impression de toujours voir la vraie version. Au ciné, Christopher Nolan te sort Oppenheimer de 3 heures. Oui, parce que c'est Nolan, mais... Villeneuve te fait la même avec Dune. Dune, il l'a dit, il fait j'ai quasiment rien cuté, hein. C'est ma vision, hein, c'est mon truc. Hein. Alors, le truc, c'est que... tu vois, typiquement, c'est marrant, Franck, qui vient d'en parler. Snyder a été longtemps un des artisans de la version longue, de la version Director's Cut. Bon, pour ne pas la citer, la Snyder Cut de Justice League, bien sûr. Qui est très bien. Voilà, non mais tu vois, c'est... Mais... on a été un petit peu dans cette phase-là aussi, et c'est marrant parce que c'est des versions qui sortent sur des plateformes pour le coup. Oui. Parce qu'elles ne... Bon, mais qu'on aurait pu sortir sur un DVD si tu veux dans les deux cas. Mais le cas de Justice League est très particulier, mais en l'occurrence... C'était pas son film le premier, hein, c'est Joss Whedon qui l'a. Et donc du coup, c'est vrai que on en a de moins en moins parce que aussi les versions longues DVD Blu-ray... ça n'a plus d'intérêt puisque le DVD Blu-ray
se casse un peu la gueule. On en a parlé il y a 3 semaines. Mhm. Donc forcément, alors il y en a pour les plateformes, mais les plateformes, j'ai l'impression que bon, elles sont contentes de débaucher un petit peu des grands réalisateurs pour essayer de choper les Oscars et se légitimer un petit peu Mhm. là-dedans, mais elles s'intéressent quand même surtout à des gros films avec des gros budgets, histoire de sortir leur blockbuster à eux chaque année. Ouais. Bah là, cette année, c'est Rebel Moon, tu vois. Mais à une autre... avant, c'était Bright, qui était le film de Noël avec Will Smith, Ouais. tu vois, que tout le monde a oublié. Mais, Oui. ou Red Notice. Mais tu vois, c'est... Et ça aussi, c'est des films qui sont très longs. Oui, c'est des films très longs et c'est des films qui sont pas forcément bons non plus, mais il y a il y a juste une volonté de rétention Ouais. de l'utilisateur, de celui qui regarde en fait, de Ouais. l'abonné. Alors on dit justement que la rétention, elle s'organise plutôt sur des formats courts. Oui, mais sauf que des fois tu peux être curieux parce que tout le monde en parle du film. Donc en fait, Oppenheimer ça marche aussi, tu vois, 3 heures, quand il sort là sur Canal, quand il sortira sur les plateformes, les gens le regarderont. Interstellar c'était déjà un peu long et les gens le regardaient, je crois qu'il fait 2h45 Interstellar. Mais toi, Interstellar par exemple, je l'ai revu il y a pas longtemps, j'aurais moins de choses à acheter que dans Oppenheimer, où Oppenheimer je trouve qu'il est un peu plus bancal au niveau du rythme à la fin, mais bref, je vais pas revenir là-dessus quoi. Mais tout ça est subjectif. Mais par contre, c'est vrai que c'est très intéressant sur le côté, c'est l'économie du secteur qui peut-être influe sur ce qu'on voit aujourd'hui en termes de durée et ce qu'on voit aujourd'hui en termes de vision de réalisateur. Je pense que c'est assez intéressant à analyser et c'est pas toujours bienvenu en fait, c'est pas toujours heureux en Bien fait ce sûr. qu'on voit à cause de ça. Et c'est la phrase assez cliché, mais c'est vrai que plus t'as de contraintes, plus tu es malin et créatif en fait dans ton art. Il y a pas que dans le cinéma quoi. Et tu le sens, que ce soit au niveau du budget, les petits réalisateurs. Prends Sam Raimi quand il fait Evil Dead, il a 3 francs 6 sous. Il te fait un film qui tient encore aujourd'hui vachement la Bien route sûr. en fait, qui est super. Après tu lui files Le Magicien d'Oz. Bon, tu t'en Oui. rappelles, Le Magicien d'Oz? Non, voilà. Non. Et en général, qu'est-ce qui se passe avec ces réalisateurs-là? Ils reviennent après un flop parce qu'en fait ils ont eu trop de fric. Ils reviennent après un four, ce qui est souvent le cas. Et ils refont un film plus petit budget. Et ce film plus petit budget, bah, il est vachement plus intéressant parce qu'il est plus resserré. Il est plus malin peut-être dans son approche, dans sa réal, etc. Ouais. Il y a une Et donc volonté, ça marche pour la durée pour moi. Ouais. il y a une volonté d'élargir les récits, de faire en sorte que ça tienne plus longtemps, et peut-être que ça soit aussi bien, entre guillemets, qu'une série qui, elle, peut prendre le temps sur 8-10 heures, et donc de faire en sorte d'avoir plus à manger. Mais quelque part, moi je trouve qu'il y a un vrai bonheur à avoir quelque chose d'un peu ciselé, dans le sens où quelque chose qui est très efficace, qui dure peut-être 1h30, 1h45, mais qui est très efficace et qui sait exactement ce qu'il veut faire. Dans le Bien sens sûr. où, bon bah, c'est un film de braquage, ça n'a pas forcément besoin de faire 3 heures. Bah, t'imagines un Tu vois. Ocean's Eleven qui dure 3 Mais heures. voilà, il y a des trucs comme ça où je pense que la durée d'un film doit aussi se baser sur ce qu'on a envie de raconter. Alors effectivement, quand on raconte une adaptation d'une saga de fantasy, d'une saga de science-fiction, effectivement, t'as besoin d'un long film ou de plusieurs longs films. On n'est pas en train de vous dire que Le Seigneur des Anneaux, c'est pas monumental parce que c'est long. Hein, c'est pas ça le souci. C'est que je pense que bah, souvent, regarde typiquement Ant-Man 3. Ouais. Ant-Man 3 n'a rien à raconter, il le fait quand même en 2 heures. Ce qui est beaucoup trop long. Et c'est trop long. Et vous écouterez nos anciens épisodes de Pop Tier, il y en a très régulièrement où l'on dit ça c'est trop long, il y a 20 minutes de trop, il y a 15 minutes de trop, et on vous dit exactement ce qu'il y a de trop en plus. Oui, en plus en détail. Ouais. Et donc ça, c'est... Mais c'est parce que ça c'est la dérive, c'est-à-dire que pour un film où ça fonctionne, où tu peux faire un film long, tu vois, qui fonctionne très bien sur la durée, il y a pas de souci et le montage est cool, t'en as 10 derrière qui se cassent la gueule parce qu'ils veulent appliquer la même recette et ça ne fonctionne pas quoi. Et donc Marvel, évidemment qu'Avengers Infinity War et Avengers Endgame, limite j'en prendrais bien pour 5 heures dans les veines directement. Mais c'est 2 films très spécifiques, c'est-à-dire c'est 2 films qui sont climax et qui vont conclure une infinité, bah, c'est pour déconner, mais tu vois, genre je sais plus combien de films derrière, il y en a combien, 15, 16, 17 qui ont amené à ces 2 films-là, tu vois. Ouais. Oui, évidemment, oui, t'as oui. envie d'avoir le spectacle. En fait,
en fait, faut pas prendre des exemples comme ça, mais c'est vrai que ces films-là, c'est le bouquet final, quoi. Ah ouais, c'est clair. Nolan, par exemple, je me suis pas ennuyé devant Oppenheimer, hein, mais tu Ouais. prends Tenet est bien trop long aussi parfois, quoi, Ouais. sur des conneries, et donc. Oui, c'est ça. En fait, tu Et j'ai viens de rematé le ces dire. anciens. Excuse-moi, vas-y. Non, mais tu viens de le dire, je voulais rebondir là-dessus. C'est pas parce que c'est long que c'est moins intéressant. Non. Et c'est pas parce que c'est long que c'est forcément ennuyeux. Typiquement, on en a parlé quand on parlait justement d'Oppenheimer. Et moi, c'était impressionnant parce que moi, je m'attendais à me faire suer comme un rat mort parce que c'est un biopic et en plus, il fait 3 heures. Et en fait, je trouve que c'est tellement bien monté Bien sûr. que ça a tracé. Même chose avec Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, c'est 2h30 de film. C'est génial comme film. Et donc, c'est pas forcément un inconvénient pour moi. En revanche, et je vous l'annoncer tout de suite, quand je sais que j'ai un film à aller regarder, tout particulièrement sur une plateforme, et que je vois le petit logo juste en dessous du titre avec écrit 2h30, 2h45, je fais « Ah !» Et ça veut pas pour autant dire que je vais pas kiffer si le film est bien, hein. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit truc de se dire ouais, je ferais bien autre chose de mes 3 heures de vie, quoi. Et ça, c'est paradoxal parce qu'on l'a tous, ce truc-là, de se dire tiens, 3 heures c'est bien trop long, même 2h30 c'est bien trop long. Par contre, on va se mater, je sais pas combien d'épisodes de séries courtes, de 30 minutes, 45 minutes, et il y a pas de souci. En fait, les 3 heures seront passées aussi, sauf qu'on aura maté ça en petits bouts, quoi. Et c'est pour ça qu'à une certaine époque, ils avaient notamment coupé, je crois, The Hateful Eight, Les 8 salopards de Tarantino, en plusieurs parties. The Irishman aussi, dans mes souvenirs, aussi avait été où je l'avais maté en 2, moi je sais plus, parce qu'il est extrêmement long, The Irishman. Ils avaient tenté des trucs comme ça, quoi. Et parce que en fait les gens, c'est plus facilement consommable aussi ce genre de contenu. Enfin, je peux totalement entendre que 2h30, 3 heures ça impressionne, que de se dire tiens, mais la Justice League c'est pareil, la Justice League, le Snyder, la Snyder Cut, elle est coupée en chapitres. Bien sûr. Et tu sens complètement que c'est allez, tu t'es fait 3 chapitres, tu peux t'arrêter, tu continues après. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en 2 temps. Je crois même que tu peux le faire en 3 à 4 temps en fait, c'est pas si grave. Et ouais, donc ça se transforme en fait pour moi c'est un média différent à ce moment-là. Oui, mais bien sûr. Tu vois, c'est plus du cinéma one shot. Tout à fait. Tu regardes, je sais pas. Je trouve que Franck pose une très bonne question dans le chat. Il dit mais est-ce que vous pourriez imaginer un film Batman d'1h30 ? Il y en a des films Batman d'1h30, c'est des films d'animation. Et qui sont très bien. Et qui sont très bien. Effectivement, je pense qu'il y a un biais qui te dirait, si c'est en dessous d'1h50, les gens te diraient c'est pas bon, il est pas bon. Non, c'est surtout, ça vaut pas le coup. Alors ça, je comprends pas. Ah non, mais je suis sûr et certain que Batman 2 est annoncé 2026, on l'a dit la semaine dernière, il est pas poussé, hein. Et qu'on te dit, il fait 1h45, les gens vont dire, ah ouais, c'est... Bah moi j'ai un peu rompiché quand même devant Batman le premier, enfin celui de Pattinson. Il y a des moments où ça aurait pu être... Oui, mais Batman c'est intéressant parce que c'est vrai que ça aurait pu être cut. Par contre, celui de Nolan, The Dark Knight est super bien, évidemment, rien à dire. The Dark Knight Rises fait quasiment la même durée, voire j'ai pas regardé, mais je pense ils sont aussi longs tous les deux. Oh là là, quel enfer! The Dark Knight Rises est très très long pour ce qu'il raconte, quoi. Et il y en a qui le défendent, ce film-là, mais c'est vrai que voilà, tu peux avoir la même durée, mais les films sont pas aussi bons, quoi. Et je pense que The Dark Knight Rises, tu lui enlèves 30 minutes, le film est peut-être meilleur, quoi. Parce qu'il va direct au but. Il prend pas trop de pincettes et voilà. Mais oui, il y a un biais, je suis d'accord avec toi, parce qu'on s'est habitué aux films de super-héros qui étaient assez longs, on s'est habitué aux comédies qui sont courtes, on s'est habitué... Il y a un genre, évidemment, le genre de la comédie, évidemment, est plus court que le genre du drama ou de la fantasy. Ou de la comédie a besoin d'être courte, hein, parce que sinon... en fait, quand c'est long, la comédie, ça peut vite s'effondrer. Hein. Ah bah déjà faire une comédie c'est très dur, alors si en plus tu dois la faire durer. En plus c'est long et chiant. Non, c'est bien sûr. Mais tu vois par exemple Mars Express, qui est un film d'animation certes, mais un film d'animation de science-fiction, et bah il est très court hein, pour un film de science-fiction, et pourtant il fonctionne. Mais on a tendance à oublier que les films d'animation à une époque c'était 1h20. Mais même les Disney, hein, vous regarderez, c'était 1h20 et ça passait très bien. On nous racontait une histoire avec un début, un milieu et une fin, et pour autant ça ne faisait pas pour autant des mauvais films. Et même maintenant, hein, les Pixar se tutoient les 2 heures maintenant.
Ouais, complètement. Donc, Mais ce que dit David aussi dans le chat, les Star Wars 4, 5 et 6 sont géniaux et pourtant ils durent 2 heures. On est d'accord, ils durent pas beaucoup plus longtemps, non, je les crois Star. pas. Mais ils racontent des choses dingues en très peu de temps, techniquement, en fait. Enfin, t'as l'impression qu'il faut pas. Tu vois, t'as l'impression qu'il dure 3 heures, mais en fait, c'est parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais en fait, non, enfin, c'est juste très bien raconté, très bien monté et ça passe, quoi. Je pense qu'en fait, on se dit que la durée fait la qualité, mais pas du tout. Pas du tout pour moi, enfin c'est vraiment Complètement. à partir du moment où une histoire est super bien racontée, super bien filmée, super bien écrite, franchement elle peut être faite enfin elle peut être portée à l'image en 1h30 et c'est très bien. Bah, tu vois, l'analogie elle est peut-être un peu surfaite, mais quand vous allez dans un restaurant... L'analogie d'une chute ? Oui. Ouais. Quand vous allez dans un restaurant et qu'on vous sert un buffet, Oui. bon bah évidemment vous êtes trop content, vous vous gavez, vous en sortez, voilà. Vous êtes obligé de rouler dans la rue, c'est parce que vous pouvez plus marcher. Bon, vous êtes régalé certes, mais bon derrière il faut assumer quoi. Par Exactement. contre, on vous sert un truc, c'est impeccable, c'est magnifique, il y a tout ce qu'il faut, il y a juste ce qu'il faut. Bah, on passe quand même un bon moment aussi, hein, mine de rien. Et pourtant, c'est cadré, c'est machin et tout. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est pas cool de temps en temps d'aller se faire un buffet à volonté. Hein. Non, mais évidemment. Mais voilà, je pense que c'est ça l'idée, quoi. Bien sûr, et puis si t'es extrêmement fan d'un film genre Fast and Furious, t'es très content que ça dure 2h40 et puis tu t'en rendras pas compte, quoi. Mais plus tu vois de films, en fait, plus tu vois les ficelles, en fait. Plus tu vois de films, plus tu vois la forme et comment ça peut être cut, comment ça peut être modifié. Mais c'est vrai que souvent, t'as un problème d'affect pour certaines licences et certaines franchises. Je sais que moi, il y en a plein qui se sont emmerdés sur Indiana Jones le dernier. Moi j'ai adoré. Ouais, je l'ai pas vu passer en fait. Enfin, et par contre, j'entends que tu te sens emmerdé. Ah bah, parce que moi je suis un fan absolu d'Indiana Jones quand même. Et derrière, si toi tu l'es pas trop, tu vas faire mais il se traîne papy quoi. Mais il se passe rien et tout quoi. Je dis mais non, regardez, c'est trop bien. Bah, c'est la fin d'Indiana Jones, c'est trop cool. Et ouais, donc en fait tout je ça peux entendre. Effectivement. Tout ça laisser à l'appréciation du public. Hein. Bien sûr, mais pour conclure, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on passe 1000 ans dessus, parce qu'il faut qu'on continue l'émission, je pense que y a peut-être trop de liberté, je leur dis, donnée aux studios et aux réalisateurs là-dessus, quoi. Et je pense que le travail d'un producteur, c'est avant tout de cadrer. Que ce soit évidemment le fric, mais aussi de cadrer la durée d'un film, quoi. Et trancher, c'est dur, mais des fois il faut le faire, quoi. Faut pas hésiter, quoi. Et il y a des films qui sont gâchés à cause de ça. Je trouve vraiment qu'il y a des films qui se perdent et qui perdent de leur saveur à cause d'un montage, en tout cas de trop de liberté, quoi. Et les plateformes n'aident pas. Parce que les plateformes, on le dit tout le temps dans l'émission, elles ont besoin d'être gavées et de gaver le consommateur. Et donc en fait, ils s'en foutent. Eux, tant qu'ils ont du contenu, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, tant mieux, enfin c'est parti quoi. C'est pour ça qu'ils font des séries à rallonge, c'est pour ça qu'ils te font des parties A, des parties B, des parties 1A, 1B. Enfin c'est assez fou quand même quand tu y penses quoi. Donc tu vois, il faut absolument que ça tienne. Donc moi je pense que ça va continuer jusqu'au moment où... Jusqu'à ce que ça craque et qu'on nous serve des séries dans une salle de cinéma. Mais, ça viendra. Oui, c'est évident. Mais moi, mon point de vue, c'est plus que la longueur d'un film ne doit pas spécialement être un critère de son appréciation. Tout particulièrement ne doit pas être un critère pour aller ou non dans une salle de cinéma. Si un film est super et qui fait 1h30, c'est un film qui est super et qui dure 1h30. Exactement. Si c'est un film qui est super qui dure 2h30, c'est un film super qui dure 2h30. Tout à fait. Allez, c'est l'heure du radar des sorties que je vais vous faire vite fait bien fait parce que je vous ai sélectionné 3 choses. La première chose, c'est Kung Fu Panda 4, qui est enfin arrivé 3 semaines plus tard, puisque ça fait déjà 3 semaines que les États-Unis l'ont. Kung Fu Panda 4 qui arrive le 27 mars. Le pitch, c'est Po pense enfin pouvoir se reposer en devenant le chef spirituel de la vallée de la paix. Problème, sa tranquillité est vite dérangée par la nouvelle menace d'une sorcière aussi mal intentionnée que puissante. En streaming le 31 mars, je vous propose sur Canal+ l'arrivée de The Creator de Gareth Edwards avec John Washington et Gemma Chan. C'est une vaste histoire de science-fiction, d'humains contre l'IA, etc. qui avait fait plutôt un four. T'en avais parlé dans Point Box Office l'an dernier, que j'ai bien envie de voir sur Canal+, pour le coup. Et en jeu vidéo, je vous propose la sortie de Diablo 4 dans l'abonnement Game Pass. Alors le jeu sort
dans cet abonnement le 28 mars. C'est un action RPG de Blizzard, sorti sur PC et console début juin 2023. Et donc pour les abonnés Game Pass, il arrive entre guillemets gratuitement dans votre abonnement. Voilà ce que je voulais noter sur le radar des sorties. On va faire rapidement des petites recos. Adrien, tu voulais nous parler de The Quarry. Eh ben, tu me donnes une transition parfaite avec le Game Pass, puisque The Quarry est sorti sur le Game Pass cette semaine et gratuitement, hein, comme tu l'as dit, entre grosses guillemets, parce qu'on peut quand même payer l'abonnement, mais on ne le paye pas plein pot. Et The Quarry est sorti alors en 2022, en vrai, on va dire, avant de sortir sur le Game Pass, qui est un jeu d'horreur par les créateurs de Until Dawn. Until Dawn, qui était un jeu dans la même veine, sorti sur PS4, je dirais en 2017-18, je sais plus, qui est un jeu en fait qui met en scène des vrais acteurs, donc il y a de la motion capture, dans un... pas une parodie, hein, parce qu'en fait ça reste un film d'horreur, mais dans une sorte de film d'horreur vidéoludique. L'idée, c'est pour ceux qui ont joué par exemple à Heavy Rain, ceux qui ont joué à des jeux du genre, en fait c'est des films interactifs où il faut faire des choix. On contrôle plusieurs personnages et ces personnages-là en fait doivent circuler dans le décor pour retrouver des indices, et à plusieurs moments du jeu, il va y avoir des cinématiques qui vont s'enclencher. Et durant ces cinématiques-là, il y aura deux choses à faire. La première chose, c'est soit d'appuyer sur des boutons pour justement éviter un coup de couteau d'un serial killer, ou de faire un choix fatidique ou pas qui permet de faire avancer l'histoire, et donc de choisir un embranchement dans l'histoire. Donc il y a plusieurs fins dans ces genres de jeux, et donc The Quarry raconte l'histoire d'un groupe de moniteurs de colo qui se trouve dans une petite ville des États-Unis bien perdue comme d'habitude. Imaginez vraiment le film d'horreur, le slasher des années 80, très classique. C'est le camp de colonie de vacances avec le lac juste à côté, avec les cabanons en bois pour les gamins, etc., etc. À ce moment-là, en fait, c'est la fin de l'été. Tous les gamins sont partis. Il reste les moniteurs qui sont des ados et le chef du camp qui, lui, est joué par David Arquette. David Arquette qui jouait dans Scream, et comme par hasard, et qui justement leur dit: les gars, barrez-vous en fait de The Quarry, qui est le truc, le lieu où il se trouve, quoi. Parce que faut se casser, quoi. Et sauf que les jeunes, qui sont des jeunes, ils veulent continuer à faire la fête, et il y en a un qui, tel un teubé, qui coupe le frein, pas le frein, mais qui coupe un câble de leur minivan, ce qui fait qu'en fait il va pouvoir choper la meuf s'il reste, voilà, une des meufs s'il reste. Forcément, classique. Ça, c'est classique, très américain, ça va mal tourner, et il va se passer plein de trucs, il va y avoir du gore, de l'horreur, il va falloir faire des choix importants et tout. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt très ok. Je t'en parlais en off, la motion capture est assez folle. Il y a comme acteur dedans un gars qui s'appelle Justice Smith, que vous avez peut-être vu dans Donjons et Dragons, le film, et dans plusieurs... Détective Pikachu. Détective Pikachu, c'est lui qui fait le rôle principal. Très bon acteur, il me fait marrer, ce mec-là, il est très cool. Alors la motion capture est dingue, parce que vraiment t'as l'impression qu'il est parfaitement modélisé. C'est pas forcément le cas d'autres acteurs. Il y a l'une des gamines de Modern Family qui prête sa voix et son visage dans le jeu. Alors c'est pas beau, c'est pas très bien fait, quoi. Et c'est un peu bizarre, surtout quand t'as vu la série, et tu fais waouh, putain, ils l'ont raté, quoi. David Arquette, pas super bien fait non plus. Et d'autres acteurs, tu fais ah ouais, plutôt très bien fait, quoi. Donc il y a du bon et du moins bon. Et c'est aussi ce que je te disais, en fait, tu sens que ceux qui ont moins bien modélisé, c'est ceux que tu vas le moins jouer et qui ont le plus de chances de crever. Donc c'est un peu drôle. L'histoire se déroule pas mal, ça suit vraiment comme un film interactif, donc en fait tu as évidemment la manette en main parce que des fois il y a des choix rapides à faire, mais en général t'as un peu le temps, et c'est moins con que ça en a l'air, parce que au début c'est des gros clichouilles d'américains, et en fait au fur et à mesure tu te dis bah non, ils sont plus travaillés que ça, il y a des gens qui ont des gamins qui ont des pensées un peu plus intéressantes qu'à la surface, quoi. Et l'histoire en fait est pas si naze non plus niveau horreur, il y a des twists plutôt cool. Au début tu te dis eux ils sont méchants, en fait non, lui enfin ah ok, pas mal et tout. Et il y a des choix qui sont assez durs, parce que moi j'ai fait le con à un moment, en fait je me retrouve à incarner une nana qui est sur un petit îlot,
avec une cabane perchée et elle se balade sur l'îlot, elle est toute seule. Personne peut la rejoindre en fait parce qu'il n'y a plus de canoë et tout. Et elle se balade, elle prend son portable. D'ailleurs, c'est un truc bien foutu parce qu'au lieu que ce soit des lampes torches, en fait, ils utilisent leur portable avec des flashlights, enfin des lampes torches de leur portable, ce qui est plutôt justement bien vu quoi aujourd'hui. Et elle se balade, elle fait alors là, ceci est un document, enfin, je fais un documentaire sur moi, nanana, je suis sur l'île et tout machin. Elle avance, jusqu'au moment où tu te retrouves à un choix où elle est dans le cabanon. Et elle dit ah tiens il y a des affaires par terre, est-ce que je fouillerais même si je sais pas à qui ça appartient, ou alors je vais ouvrir la trappe en haut et je vais vers une mort certaine, tu sais, genre elle fait ça en mode très ironique quoi. Et là je fais bah, c'est tellement ironique que non, tu vois, j'ouvre la trappe, elle se fait dégomme, genre elle se fait tuer instant. Et là je fais ah bah non, ah mais en fait je voulais jouer avec elle, enfin elle avait l'air, je voulais pas rejouer du tout quoi. Et donc voilà, tant pis. Génial. Bref, film plutôt très sympa. Et pour ceux qui ont aimé Until Dawn, ils vont aimer. C'est pas prise de tête, ça rappelle des bons slashers à l'ancienne. Et c'est un peu plus énervé qu'un jeu interactif à la Telltale, par exemple. Oui, dans l'idée, oui, je pense, parce que les choix que tu fais sont quand même très radicaux. Et tu peux vraiment avoir... Moi, j'ai une fin nulle, je déteste la fin que j'ai eue. Ah mince. Donc j'ai regardé les fins après. En fait, j'ai dû faire des choix trop nuls, quoi. Il y a vraiment beaucoup de fins. De ce que j'ai vu, ouais, il y en a pas mal. De ce que j'ai vu, bah, il y a la fin où tu les sauves tous, il y a la fin où t'en sauves aucun, t'as la fin où justement t'en sauves quelques-uns, ce que j'ai fait, et en fait tu fais ah c'est pas eux que je voulais sauver. Et tu fais ah ouais, c'est ça la fin. Je fais ouais non nul. Donc un peu déçu. Ça marche. Mais jouer à ça c'est cool. Franchement si vous avez le Game Pass c'est cool. Ok, dans le Game Pass, moi je vais te prendre la parole et je pense qu'on fera ton Mario Wonder la semaine prochaine si ça te va. Ouais, si ça te va. Sûr. Je voulais vous parler de ma petite reco qui est aussi un jeu vidéo cette semaine. Il s'agit de Game Dev Tycoon. Alors vous allez me dire, mais Game Dev Tycoon c'est un jeu qui est sorti en 2012. Oui, c'est un jeu qui est sorti en 2012 mais que j'ai redécouvert puisque j'y avais déjà joué à l'époque, mais je l'ai redécouvert puisqu'il se trouve être dans l'abonnement Netflix Games, qui est aussi en fait dans votre abonnement Netflix mais sur vos tablettes et sur vos téléphones. Game Dev Tycoon, c'est un jeu où vous incarnez en fait un manager de studio de jeux vidéo. Où en fait vous allez commencer dans les années 80 tout seul dans votre garage avec un petit ordinateur et on va vous demander sur quelle plateforme vous voulez développer votre premier jeu. Est-ce que vous voulez que ce jeu il soit développé en 2D ou juste avec un moteur textuel, et vous allez décider sur quels aspects du jeu vraiment vous concentrer, et donc vous allez lancer votre premier jeu, vous allez recevoir les premières notes des journalistes et commencer à pouvoir le vendre. C'est un jeu qui est vraiment très minimaliste, hein. C'est pas un jeu en 3D ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment avec des petits dessins et tout. Vous le gérez grosso modo vos décisions avec des sliders en fait qui vous... En gros, les trucs les plus importants à savoir pour faire un bon jeu, c'est sur quoi insister le plus, parce que tu peux pas tout mettre à 100%, parce que sinon ça marchera pas. Donc grosso modo, si tu veux faire un RPG un peu sympa à la The Witcher, il va falloir que tu sois très très bon dans les quêtes, il va falloir que tu sois très très bon dans les dialogues, dans la conception du monde, des choses comme ça. Mais par contre, sur l'intelligence artificielle, c'est un petit peu moins important, sur l'aspect sonore, c'est peut-être un petit peu moins important, etc. Donc tu fais toujours des choix pour faire en sorte que ton jeu soit, on va dire, le plus correctement géré possible. Et petit à petit, en fait, tu vas grossir et tu vas être capable d'embaucher des développeurs, d'avoir des bureaux, etc. Et tu peux même aller jusqu'à créer ta propre console, tes propres jeux AAA, tu peux même inventer Steam, donc l'équivalent de Steam, hein, parce que évidemment ils ont des faux noms pour tout ça, donc Nintendo c'est Ninvento, Microsoft c'est Micronoft, t'as même l'équivalent de Netflix, t'as aussi qui va parfois te demander les droits d'adaptation de tes jeux pour pouvoir adapter tes jeux, t'as les Warner Sisters qui viennent te chercher aussi pour voilà, donc c'est assez rigolo, et puis donc c'est plein de petites références, c'est très très cool, et puis je suis en train d'imaginer un monde où il y a les Warner Sisters. Oui.
T'as l'impression que c'est un groupe de musique, Un c'est trop bizarre. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ils ont même, parce que ça, c'est des trucs que j'ai découvert qui n'étaient pas à l'époque en 2012 dans le jeu, mais ils ont ajouté un volet marketing et un volet communication sur Internet en embauchant des streamers pour qu'ils viennent liver ton jeu, en fait, et le présenter. Et donc, tu vas pouvoir choisir tel streamer parce qu'il est plutôt spécialisé dans tel genre de jeu et son public aime plutôt tel genre de jeu. Et honnêtement, c'est super simple, mais c'est assez redoutable d'efficacité, et ça se joue très très bien sur un iPhone ou sur Android. Le jeu est disponible aussi sur Switch, sur PC, donc voilà, moi je vous le conseille si vous connaissez pas, parce que alors c'est pas très long, hein, mais ça te donne envie quand même d'y rejouer. Et le endgame, c'est quoi, tu sais? Bah en fait, si tu veux, au bout d'un moment, je crois que le jeu est timé pour tenir les comptes au bout de 35 ans ou de 40 ans de jeu, et à la fin... retraite, c'est ça? Non, mais à la fin, tu peux continuer à jouer, c'est juste qu'au bout de 35 ans, il arrête le jeu, il compte ton score, si tu veux, en fonction du nombre de jeux, du nombre de copies que tu as vendues, parce que tu peux faire banqueroute dans le jeu. Si tu vends pas assez de jeux, en fait, tu peux plus payer tout le monde, etc. Tu déclares banqueroute. C'est exactement ça. Et sachant que tu peux aussi avoir un mode de jeu plus compliqué où le piratage existe, et où là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué de vendre des jeux. Donc ça peut être intéressant à tester une fois que vous avez bien compris comment fonctionnait tout ça. Alors, mon esprit bizarre va te dire que ça me fait penser à un épisode de Rick and Morty où, en fait, toi tu regardes pas Rick and Morty. Non. Mais il y a des épisodes où, en fait, des fois, ils vont dans des salles d'arcade et en fait, ils jouent au jeu de la vie. En fait, ils jouent la vie d'un type juste de ses 5 ans jusqu'à sa mort. En fait, t'as un peu l'impression que c'est ça, genre, ouais, tu vas jouer 35 ans, la création de ce qui est rare quand ils pensent dans un jeu vidéo, en fait. C'est pour ça que ça me fait marrer de créer un truc sur la durée comme ça. Ouais, c'est super cool. Bah là j'ai terminé le jeu. J'ai arrêté de jouer, mais j'ai créé mon propre MMO qui est persistant, et donc au bout d'un moment il va falloir balancer des extensions, parce que sinon en fait il te coûte plus cher que ce qu'il ne te rapporte. Bah oui. Donc du coup franchement c'est génial. C'est bien. C'est assez et puis c'est assez vrai sur la réalité de comment ça fonctionne, sur les deals d'édition, sur les contrats, etc. Évidemment pas la réalité sociale du crunch, etc. Mais franchement c'est assez cool. Moi, je vous le conseille. Tu m'as super bien vendu. C'est un petit jeu entre guillemets, mais qui se consomme plutôt vraiment pas mal. Mais j'aime bien ce genre de jeu. C'est parfait. Il me faudra peut-être ça en ce moment. Parce que je suis un peu trop sur les trucs un peu... Tu l'as dans ton abonnement Netflix. Donc, il est dans l'abonnement Netflix ? Il est dans l'abonnement Netflix, donc il te coûtera rien du tout. Incroyable, allons-y. Voilà. Je t'ai écouté 95%, 5% j'ai raté que c'était dans l'abonnement Netflix. Il n'y a pas de souci. Mais trop bien. Il n'y a pas de souci. Mais écoutez, voilà pour nos recos. La semaine prochaine, tu nous parleras de Super Mario Wonder. Et vous savez déjà que c'est très bien, parce que je vous en avais déjà parlé. Mais bref, on se laisse là-dessus pour cet épisode 40 de Pop News. Un grand plaisir évidemment de vous avoir avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci à tous. Et puis continuez comme ça, parler de nous autour de vous, ça nous fait toujours super plaisir. Et puis rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux, interagissez à chaque fois que vous nous voyez quelque part, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours super plaisir. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut tout le monde.